bienvenue dans La Santé Surtout, l'émission qui répond à vos questions santé avec nos spécialistes. Elle connaît comme personne le fond de la gorge de nombreuses stars. Juste en écoutant votre voix, elle sait tout de vous, ou presque. Elle est ce qu'on appelle une experte de la voix, c'est le docteur Marie Mailly. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue, vous êtes ORL et phoniatre. Il aime l'adrénaline, il est tout-terrain, son carnet d'adresses médicales fait plus de 200 pages. Il est l'ami, le voisin, le gendre que tout le monde rêve d'avoir. Celui qui à 2 h du matin vous remet en place une épaule luxée ou gère votre dème de Quink. Il est médecin urgentiste. Bonjour docteur Sirob. Bonjour Jessica. Il voyage au cœur de nos artères, comme d'autres parcourent les autoroutes. Calme, précis, il est toujours là quand la circulation s'emballe. C'est au bloc qu'on le croise le plus souvent. Il est chirurgien vasculaire, docteur Romain Teblic. Bonjour. Merci à vous trois d'être avec nous pour répondre aux questions de nos téléspectatrices, téléspectateurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Oh oui. Oui. On avait un petit doute vous concernant. C'est un petit oui. Vous êtes sûr que vous êtes prêts ? On peut faire quelque chose pour vous ? Tout à fait prêt. Tout va bien se passer ? Tout à fait prêt, mais il n'y a pas de souci. On est là, on est au top. Vous, de votre côté, vous pouvez bien sûr nous écrire dès maintenant et à tout moment à maquestion@lasantésurtout.com. Et la toute première question, elle est pour vous justement, docteur Sirob. C'est Olivia, 46 ans, de Strasbourg, qui nous dit « Je vomis du sang, qu'est-ce que je dois faire ?» Vous vomissez du sang là, maintenant, là, tout de suite ou est-ce que c'est là tout de suite ou est-ce que c'était… Alors, si c'est un petit peu tous les jours, peut-être vous allez voir votre médecin généraliste, vous lui en parlez et c'est lui qui envisage la suite à envisager. Par contre, si vous vomissez du sang tout d'un coup, beaucoup de sang, alors que c'est jamais arrivé auparavant, effectivement, il faudrait vous rendre aux urgences. Ah là, dès maintenant là. Vous attendez la fin de l'émission quand même. C'est pas la peine d'attendre d'avoir perdu la moitié de votre masse sanguine pour pouvoir y aller. Autant y aller pendant que vous pouvez encore le faire. Mais ça peut être grave, ça peut être quoi ? Ça peut être grave, ça peut être… alors en fonction de vos antécédents que je ne connais pas, ça peut être des ruptures vasculaires au niveau du tube digestif, ça peut être un ulcère qui saigne, ça peut être… il y a beaucoup de possibilités. Et le tout, c'est de ne pas perdre trop de sang trop vite. Et donc, on va mettre en œuvre des moyens qui seront totalement différents en fonction de ce que vous nous raconterez, de ce qu'on aura comme perte sanguine sur les examens complémentaires. Bon, on espère quand même qu'on ne vous a pas trop fait flipper, Non, Olivia. Parce que si en plus on vous a fait flipper, et ça va augmenter votre saignement digestif parce que vous serez stressé, et donc ça sera un petit peu plus difficile à gérer. Très bien, merci docteur Sirob. Valérie, 52 ans, de Pau, qui nous écrit « On a diagnostiqué une dystonie laryngée à ma sœur. Qu'est-ce que c'est exactement ?» C'est une question pour vous, docteur Mailly. La dystonie laryngée, c'est une maladie neurologique chronique dans laquelle le cerveau envoie des mauvaises informations à vos muscles des cordes vocales. Et donc, quand vous parlez, vos cordes vocales se spasment. Alors, je peux vous mimer ce qu'est la voix d'un patient avec une dystonie laryngée. Ça donne une voix très spasmée comme ça. Donc, c'est très invalidant. C'est une maladie qui est rare, qui est peu connue des soignants. Donc, souvent, le diagnostic est assez long à établir. Mais heureusement, le traitement marche très bien et il consiste en des injections de toxines botuliques dans les cordes vocales. Merci, docteur Mailly. On accueille maintenant Pierre qui est avec nous. Bonjour Pierre, vous avez 30 ans, vous êtes à Fréjus et vous avez une question pour l'un de nos spécialistes. On vous écoute. Bonjour Jessica, bonjour l'équipe. Alors moi, ma question, ça serait quelle est la différence en fait entre un angiologue, un phlébologue et un chirurgien vasculaire ? Alors ça, c'est une question pour vous, docteur Teblic. Ouais. Alors, écoutez, c'est une très bonne question parce qu'en général, tout le monde se trompe un petit peu entre ces trois spécialités médicales. Alors tout d'abord, l'angiologue, c'est ce qu'on appelle aussi un médecin vasculaire. Donc c'est un médecin spécialiste des artères, des veines et du système lymphatique et qui va faire des examens comme des échodopplères et s'occuper vraiment des maladies vasculaires. Le phlébologue, c'est lui aussi un angiologue, mais qui s'est complètement consacré à la pathologie veineuse. Donc en général, les varices. Et donc il va traiter les varices et faire tout ce qui est échosclérose au niveau des varices. Alors le chirurgien vasculaire, c'est encore différent, c'est ce que je fais moi. Donc moi je vais traiter les pathologies artérielles et veineuses, mais du point de vue chirurgical. Donc ça va être les artérites de jambes, les anévrismes de l'aorte ou les problèmes de carotide. Et on va les opérer en faisant des pontages ou des stents par l'intérieur des vaisseaux. Et puis on s'occupe aussi des chirurgies veineuses comme les varices au laser ou autres. Voilà. Est-ce qu'on a bien répondu à votre question, Pierre ?
Super, merci beaucoup. Eh ben, merci à vous pour votre appel. À bientôt, bonne Merci, continuation. belle continuation. Une question maintenant de Aline, 52 ans, de Paris, qui nous dit « Je suis en situation de handicap et même lorsque je souffre beaucoup, j'hésite à aller aux urgences car je crains d'être mal reçue. Que me conseillez-vous, Dr Firop, pour que l'on prenne en compte mon handicap et mes besoins ?» C'est une bonne question, parce qu'on a quand même 23% des personnes handicapées qui ont été confrontées à un refus de soins. C'est absolument scandaleux, mais vraiment inacceptable. Vous, je sais que ce n'est pas votre cas, Dr Firop, parce que vous réservez un accueil privilégié aux patients en situation de handicap. Vous avez même fait un podcast autour du handicap aux urgences. Racontez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à Aline ? Déjà, la première chose, c'est qu'elle annonce son handicap en arrivant aux urgences. Tous les handicaps ne sautent pas forcément aux yeux, et qu'elle annonce son handicap en arrivant aux urgences ou qu'elle se fasse accompagner par une personne de son choix, de façon à ce qu'elle soit moins seule et que ses problèmes soient pris en compte minute après minute dans la prise en charge aux urgences. Le problème, c'est que souvent, aux urgences, on n'accepte pas la présence d'un accompagnant. Alors, les mauvais services d'urgence n'acceptent pas la présence d'un accompagnant. Les bons services d'urgence acceptent la présence d'un accompagnant. C'est une aide, un accompagnant dans un service d'urgence. Pour vous aussi, nous, c'est une aide. Ce n'est ouais. pas une aide que pour la personne en situation de handicap, mais c'est une aide aussi pour les soignants qui ont en permanence quelqu'un qui est à côté de la patiente pour signaler ce qui va et ce qui ne va pas. Sinon, la prise en charge est la même. La seule différence, c'est s'adapter à chaque handicap au moment où elle se présente. Il n'y a pas d'autres défis. Le défi, c'est ouvrir ses bras et son cœur pour faire en sorte que la personne soit prise en charge exactement de la même façon que les autres. Très bien. Et alors, on a un autre chiffre qui est tout aussi alarmant. 77% des personnes qui souffrent d'un handicap ont dû renoncer à un soin. C'est quand même incroyable. Pour quelles raisons, d'après vous ? Parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, parce qu'ils ont peur de ce qui va leur arriver et de l'absence d'explication qu'on va leur donner. Ils ont peur que les soignants ne sachent pas les accueillir. Et c'est malheureux, mais c'est pas si facile que ça de se mettre dans la peau d'un handicapé. Et donc toutes les équipes soignantes ne sont pas capables de le faire, en fait, ne se sentent pas capables de le faire alors qu'elles le sont. Vous avez déjà été confronté à des patients comme ça, en difficulté, en situation de handicap ? Vous avez déjà opéré ces patients ? Oui. Ouais. Alors c'est toute une prise en charge qui est globale et où il faut être vraiment aux petits soins aussi pour le patient, bien expliquer les choses, voir avec la famille et que toute l'équipe, que ce soit l'équipe en salle ou l'équipe au bloc opératoire, l'équipe anesthésique, qui soit vraiment sur la même longueur d'onde et facilite la prise en charge du patient. Ouais, vous prenez vraiment en compte son handicap, ça c'est vraiment super bien, c'est important. On essaie de faire au mieux comme on peut. Et vous, docteur Mailly ? Oui, alors moi aussi j'opère et c'est vrai que c'est des patients aussi qui sont très stressés. Donc il faut redoubler avec eux d'explications, de bienveillance. Des fois on leur permet d'appeler un parent au bloc opératoire avant de les endormir parce qu'une voix familière les rassure. Mais c'est vrai que ça prend du temps, il faut être sensibilisé à ça. Très bien. Restez avec nous, docteur Mailly. Bon, vous n'avez pas l'intention de partir de toute façon. C'est parfait. On a une question pour vous. Héloïse, 27 ans de Brest, qui vous demande quels sont les signes qui doivent alerter lorsqu'on utilise beaucoup sa voix. Il y a beaucoup de professions, les profs notamment, qui parlent beaucoup, et d'autres, j'imagine, indépendamment des chanteurs, bien sûr, les avocats. Même les agents immobiliers. En fait, tout le monde utilise sa voix. Même un vendeur, un serveur utilise beaucoup sa voix, souvent dans un environnement bruyant. Donc finalement, beaucoup de gens consultent pour des problèmes de voix. Et donc, quand vous avez la voix qui devient rauque pendant longtemps, une fatigabilité vocale, c'est-à-dire que ce n'est pas normal, normalement, le soir quand vous rentrez chez vous, d'être fatigué de parler après une journée de travail. Si vous avez un inconfort, vous avez la gorge qui picote quand vous parlez beaucoup, une sécheresse, voire une douleur musculaire au niveau du cou. Si vous avez du mal à parler fort pendant longtemps, et si vous êtes chanteur et que vous avez perdu vos aigus, tout ça, ce sont des signes qui doivent vous faire vous dire soit j'utilise mal mon appareil vocal, mes cordes vocales, soit je les utilise trop. Et il faut consulter parce qu'il y a des petits curseurs à changer dans votre vie.
soit, comme je disais, vous utilisez vos cordes vocales de manière trop forte, vous forcez, soit vous prenez pas assez de pause. Si vous êtes prof, par exemple, il n'y a pas assez de pause entre les cours. Mais il y a des curseurs à changer et il faut les faire assez rapidement parce que si vous ne faites rien, vous pouvez avoir des lésions sur vos cordes vocales qui se développent. Alors, c'est des lésions qui sont bénignes, des nodules, des polypes. Mais pour se débarrasser de ces lésions, souvent, il faut passer par la case chirurgie et c'est un peu embêtant. Merci beaucoup, très intéressant. Autre question pour vous, docteur Firob. Laura, 25 ans, de Colmar. J'ai souvent mal au ventre, je mets une bouillotte et puis j'attends que ça passe. À quel moment je dois arrêter la bouillotte et foncer aux urgences ? Ah, c'est étonnant, Laura, parce qu'il y a 10 jours, j'ai une Maya qui est venue aux urgences avec sa bouillotte sur le ventre, Ah, bah alors. qui n'en pouvait plus. Et qu'est-ce qui s'est passé alors ? Eh ben, on a essayé de lui expliquer que la bouillotte, ça ne marchait pas très très bien sur les douleurs abdominales, alors peut-être sur les douleurs abdominales chroniques. Et à ce moment-là, encore une fois, c'est son généraliste qui a la charge de cette prise en charge. Après, quand les douleurs deviennent inhabituelles, qu'elles durent trop longtemps, qu'elles deviennent trop intenses, qu'elles sont accompagnées d'irradiations totalement inhabituelles ou de vomissements, d'arrêt du transit, bah oui, il faut aller aux urgences, ou quitte à passer par son généraliste qui va vous y envoyer, mais il faut aller aux urgences parce qu'on va avoir des explorations à faire, des examens sanguins, des examens radiologiques très probablement, et pour arriver à un diagnostic et au bon traitement. Que la bouillotte, même en mettant des médicaments dedans, ça ne marche pas. Vous n'êtes pas trop remède de grand-mère, vous ? Si, ça marche très très bien, mais il n'y a pas besoin de venir aux urgences dans ces cas-là, effectivement. Est-ce que vous avez d'ailleurs des remèdes de grand-mère que vous avez testés, qui marchent ? Ou est-ce que les médecins ne jurent que par les médicaments et la chirurgie ? Ah non, il y a tout ce qui est quand même le bon vieux grog Ah ouais. qui marche bien et qui est très efficace Ouais, quand même. on se trouve un peu des excuses pour prendre des ORL, grogs, j'ai non l'impression aussi. Non, mais moi j'ai appris il y a 2 ans par des connaissances que la tisane de thym, thym citron, est un outil merveilleux. Vous avez testé ? J'ai testé et c'est parfait. C'est incroyable. Ça marche incroyablement Eh bien, bien. effectivement, figurez-vous Quand on n'a rien. qu'un chirurgien digestif, non pas du tout, c'est un chirurgien digestif qui m'a aussi donné ce tuyau. Il ne se soigne quasiment que comme ça et ça fonctionne. Vous avez testé, vous, pas la tisane de thym ? Quand on est un peu malade, quand on est J'ai un barbouillé. peu de mal. Mais en fait, c'est la tisane, ça vous hydrate, c'est très bon de s'hydrater. Le citron, il y a des vitamines. Donc, moi, mon remède de grand-mère, j'ai des patients, c'est boire. Ah, les inhalations. boire de quoi ? l'eau, Ah, beaucoup d'eau. faut préciser, docteur Mailly. Mais les inhalations, c'est mon remède de grand-mère préféré. Même juste un bol chaud avec un linge sur la tête, ça permet d'humidifier vos muqueuses. Ça doit être sympa de vous voir comme ça. On vous imagine, là, c'est... C'est bon pour la peau. Ah ouais, Ouais. D'accord. Super bien. Très, très bien. Allez, on poursuit avec une question de Marine. Marine, 41 ans de Bourges. Ma mère est diabétique et je me demandais s'il y avait des risques vasculaires spécifiques. C'est pour le docteur Dublic. Alors, Marine, oui, il y a effectivement des risques vasculaires spécifiques pour la maladie du diabète. Donc, il faut savoir que le diabète, c'est une maladie qui va altérer et abîmer les vaisseaux, donc tous les vaisseaux du corps, et principalement soit les petits vaisseaux, donc ce qu'on appelle la microangiopathie, en gros, bon, c'est un jargon médical, mais c'est la maladie des petits vaisseaux, de la petite circulation, on va dire, la microcirculation. Et ensuite, il y a aussi le diabète qui va abîmer les plus gros vaisseaux, donc les artères, soit les artères fémorales ou les artères carotides. Et tout ça, c'est des pathologies qu'on peut dépister chez son médecin ou avec le médecin angiologue, justement, en faisant des échodopplérs, où on peut dépister les pathologies des artères, quoi. Donc, chez les patients diabétiques, c'est important de faire des échographies Doppler des carotides, des échographies des membres inférieurs, de dépistage, comme chez tout patient à risque cardiovasculaire. Merci, docteur Dublic, pour votre réponse à cette question. On a encore une question pour vous, docteur Mailly, figurez-vous. Une question de Virginie, 32 ans, de Dijon, qui nous dit « Les problèmes de voix sont-ils seulement dus à l'usage qu'on en fait ou est-ce une maladie ?» Alors, c'est une bonne question. Effectivement, la première cause des problèmes de voix, c'est, comme j'avais dit, dû à un surmenage, un malmenage vocal. Mais les problèmes de voix peuvent être dus à d'autres pathologies, notamment des maladies neurologiques. C'est des maladies neurologiques qui touchent tout le corps, donc forcément ça touche aussi les cordes vocales. Je parle par exemple des tremblements. On peut avoir la voix qui tremble, comme on a les mains qui tremblent. La maladie de Parkinson est une maladie qui impacte aussi la voix. Il y a des maladies endocriniennes, je pense à l'acromégalie ou à l'hypothyroïdie.
Il y a des maladies auto-immunes. Le lupus peut donner des lésions sur les cordes vocales. Et puis, il faut aussi penser aux irritants. Les irritants, le reflux, les remontées acides, peuvent venir inflammer les cordes vocales. Bien sûr, le tabac. Et aussi les allergies, tout ce qui est polluants atmosphériques. Pour les femmes, les hormones ont un impact sur la voix. Alors, c'est plutôt les chanteuses qui le ressentent. Au cours de leur cycle, il y a toujours quelques jours, souvent c'est avant les règles, où elles trouvent que leur voix est moins claire, les aigus sont plus difficiles. Et puis, la vie, le vieillissement, on vieillit tous, tout notre corps vieillit, donc forcément, les cordes vocales, elles vieillissent aussi, et ça a un impact sur notre voix. Et un choc émotionnel? Alors un choc émotionnel, ça peut être à l'origine de ce qu'on appelle une aphonie neurofonctionnelle, c'est-à-dire que là, c'est comme si la façon de vous servir de vos cordes vocales était complètement perturbée, et donc ça donne, on perd la voix. Donc c'est à nous, les soignants, d'aider le patient à résoudre tous les traumatismes liés au choc émotionnel, mais aussi à aider le patient à retrouver la voix, c'est-à-dire de retrouver le chemin pour le cerveau pour se réapproprier son larynx. Vous apprenez des trucs, j'ai l'impression. Les irritants, genre la harissa à la moutarde, je pense à Virginie qui est de Dijon. Oui. Et qu'elle se disait peut-être que la moutarde. À la moutarde de Dijon, il faut arrêter. Ah, la moutarde, tout ce qui est reflux, la tomate, les produits laitiers, le café, les piments. L'alcool L'alcool, ça peut donner du reflux, ça assèche aussi les cordes vocales, beaucoup. Mais c'est une question de quantité ou il faut tout arrêter? Non, c'est une question de quantité, de mesure. Vraiment, pour éviter le reflux, le meilleur conseil, c'est aussi de ne pas se coucher le ventre plein. Ne dînez pas à 22h pour vous coucher à 22h30, mais à 20h, vous attendez au moins 2 heures pour vous allonger. C'est sûr que si vous allongez le ventre plein, ça a tendance à remonter dans votre gorge dès que vous dormez. Super intéressant. Merci beaucoup, Dr Mailly. Et on termine avec une question pour vous, Dr Deblic. Gisèle, 64 ans de Bordeaux. J'ai souvent les pieds froids. Est-ce que ça peut venir des artères? Alors, oui, ça peut venir des artères. Alors après, avoir les pieds froids, c'est quand même un symptôme et des signes assez courants et qui sont assez vagues et pas très spécifiques. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde pour être un diverses souci. raisons. Il peut faire froid dehors, il peut parquer mal chauffé ou autre, bref. Mais souvent, en vasculaire, c'est le signe vraiment d'une ischémie des jambes qui est assez sévère. C'est-à-dire, avant d'arriver au stade de pieds froids et de jambes froides, il y a quand même d'autres stades qui sont, par exemple, ce qu'on appelle la claudication, c'est-à-dire la douleur à la marche. Et ça signe en fait que le sang n'arrive pas très bien jusqu'aux extrémités, notamment les pieds. Donc, pour que le sang et que le signe de symptômes de pieds froids arrive, ça veut dire que le sang passe pas très bien du tout. Donc il y a eu d'autres symptômes avant. Comme la douleur à la marche, la douleur au mollet. Donc c'est plutôt un signe de gravité en général, les pieds froids. Il faut être attentif aux symptômes, surtout. Exactement. Écouter son corps. Et ça peut aussi traduire d'autres maladies, comme des problèmes de thyroïde ou des problèmes microcirculatoires, comme ce qu'on appelle des syndromes de Raynaud ou autre. Oui, c'est pas forcément grave, quoi. C'est pas forcément grave, mais il faut quand même faire un petit peu le point, et ça dépend du patient et des antécédents et des facteurs de risque cardiovasculaires notamment. Donc il faut aller voir son médecin. Voilà Gisèle, ce qu'il vous reste à faire. Merci beaucoup. Allez, c'est le moment de notre quiz. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes plus prêts pour le quiz, j'ai l'impression. Vous êtes au taquet là. Au taquet. Docteur Chirob, il vient que pour le quiz, de toute façon, j'ai l'impression. Ouais, avant, je dors. Allez, première question. Alors, je fais attention à mes fiches, parce que j'ai un voyou à côté de moi. Je vous connais, vous. Quel est... Vous voyez, voilà, c'est un tic en fait. C'est un toc. Il ne peut pas s'empêcher de... Vous m'avez demandé de regarder. Je regarde. Allez, première question. Quel est le pourcentage d'hommes qui ronflent? Je vous donne 3 chiffres. 8%, 27%, 50%. Bien sûr, vous pouvez jouer chez vous. Il n'y a rien à gagner, je vous le dis tout net. 50%. Vous voulez parler des hommes masculins Les ou hommes. des hommes Les hommes, quoi. Forcément des hommes. Voilà, des hommes. Forcément les hommes, les femmes, ça ronfle pas. Ça chante la nuit. Ça. Bon alors, la réponse. Moi, je dis 50. 50. Ouais. 50 aussi. Ouais. Non, moi je dirais celui juste avant, je me rappelle pas. 27. Ouais. Ah ouais, 27. Vous ronflez pas du tout, évidemment. Alors, la bonne réponse, c'est 40 à 60% des hommes. Et oui, voilà, donc 50, c'est la moyenne. Question suivante. Quel est le pourcentage de patients qui mentent à leur médecin? 13%, 33% ou 80%?
Oh, je pense que sur le nombre de cigarettes fumées, tout ça, il y a toujours. Je dirais le chiffre le plus élevé, moi. Sur des petits trucs comme ça, non? Non? Vous pensez Moi, je pas? dirais 30%. Docteur Firob. Moi, je dirais tous. Ils arrangent tous la vérité à leur façon. 100%. Ouais. C'est pas dans les sondages. Ah bah, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'ils mentent en fait. Ils mentent à l'Institut de sondage aussi, quoi. Je dirais qu'ils arrangent la vérité à leur façon. Tout à fait, vous avez raison. 80% des patients mentent à leur médecin. Alors ça peut être pour des petits trucs, hein. Ça peut être parce qu'on n'a pas suivi le régime, on n'a pas suivi les recommandations, on n'a pas pris son traitement. Enfin, en fait, il y a mille et une raisons de mentir à son médecin, mais c'est pas bien. Non, mais Vous même aussi nous, en tant que patients, Ouais. j'ai pas eu le temps de faire mon scanner, ou oui. Vous vous Ouais. arrangez un petit peu la vérité, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est ça. Oui. Vous en sortez Personne bien. Vous n'est avez bien parfait, pris hein. votre traitement dès que je vous l'ai prescrit. Oui, oui. Oui, bien sûr. Dernière question pour notre quiz. La peur de ne pas guérir se nomme tauropophobie, triponophobie ou thymophobie? Vous avez dit quoi? Le dernier. Le dernier. Et vous, docteur Dublic? Le premier, allez, pour dire différemment. Eh bien, vous avez bien fait. C'est vous qui avez raison. La taurophobie, c'est la peur de ne pas guérir. Pour info, la triponophobie, c'est la peur du vaccin. Et la thymophobie, c'est la peur de la dépression. Vous avez appris plein de trucs là. Je vous sens vachement inspiré, docteur Alors Firob, là, en fait. oui. Vous n'en revenez pas, quoi. Non, je suis sûr de... Ça ne va pas rester, je pense. Merci à vous trois pour votre participation à cette émission. Docteur Mailly, merci d'être venu. Merci Jessica. Docteur Dublic, c'était un plaisir. Merci. Vous reviendrez, hein. Oui, avec plaisir. On vous attend. Et docteur Firob, hein, qui a déjà pris ses quartiers. Hein. Vous êtes là, c'est toujours votre place C'est en ma fait. place. C'est sa place. C'est Donc, sa place à l'année, hein, je vous préviens. Je ne veux voir personne d'autre ici. Hein. Merci beaucoup, Jessica. Merci à vous trois et merci à vous d'avoir posé vos questions. Vous pouvez d'ailleurs continuer de nous envoyer vos messages à maquestion@lasantésurtout.com. À bientôt et la santé surtout.